recherche, une double expertise avec des médecins éducateurs de qualité qui prennent en charge très bien les scolioses, et d'autre part un centre de référence de maladies neuromusculaires, tout d'abord enfants, puis maintenant enfants et adultes, adossés à un autre centre parisien de la Pitié-Salpêtrière et d'autres centres provinciaux avec un très gros centre de maladies neuromusculaires. Donc ça nous a donné l'occasion d'avoir une expertise dans l'imagerie des muscles, et en particulier depuis 2003, nous réalisons beaucoup d'études d'IRM musculaire corps entier chez les myopathes. L'imagerie a un apport important et à la frontière de beaucoup d'autres éléments, tout d'abord la clinique, mais aussi d'autres éléments paracliniques dans l'évaluation. Tout d'abord pour le diagnostic, l'imagerie a un rôle important dans les myopathies pour effectuer des diagnostics, pour conforter des résultats génétiques dans les myopathies. Et puis l'imagerie est aussi un excellent outil pour l'évaluation de l'évolution spontanée ou d'évolution thérapeutique. Alors, ce qui est important, et malheureusement, nous radiologues, on n'est pas assez attentifs aux pathologies musculaires. Nos comptes rendus d'IRM rachidienne comportent de façon absolument exceptionnelle la mention d'une altération ou d'une normalité des groupes musculaires périrachidiens ou des muscles de la sangle abdominale, par exemple, ou des muscles pelviens. Et ça, c'est un défaut qu'on essaye auquel on essaye de remédier avec les internes. Il est important pour les radiologues de reconnaître les altérations musculaires, de les décrire, de rapporter une atrophie, un remplacement graisseux. Vous voyez par exemple chez cette patiente qui a une sténose scalaire très évoluée, on a une atrophie importante des muscles érecteurs qui sont rétractés avec un fascia périphérique qui reste en place et les muscles qui sont rétractés. D'autre part, vous avez une striation graisseuse intramusculaire sur cette séquence en pontération T1 qui est augmentée. Donc c'est des choses qu'on doit décrire. D'autre part, on peut être amené avec des séquences sensibles à l'augmentation du volume d'eau intramusculaire à mettre en évidence des processus pathologiques. Premier processus pathologique, c'est la dénervation. Et alors, dans les hernies foraminales ou extraforaminales, on a fréquemment en fait ce type d'anomalie à un stade aigu, avec des hypersignaux bien visibles sur les séquences TIR ou autres séquences T2 avec saturation de graisse, chez ce patient qui avait une hernie discale foraminale. Et les coupes axiales qui ne sont pas souvent faites en STIR, mais qui sont très utiles, vous permettent de voir les altérations du psoas et des muscles érecteurs spinaux. Donc c'est quelque chose de très simple à mettre en œuvre. D'autres pathologies qui sont très visibles mais pas suffisamment décrites, c'est par exemple les métastases musculaires qui ne sont pas exceptionnelles. On détecte bien les métastases osseuses, mais on oublie de signaler les métastases musculaires. Ça, c'est un exemple réel avec des métastases musculaires qui n'avaient pas été décrites. Important pour nous aussi de localiser les processus lésionnels. Donc là, je vais passer assez vite puisque l'anatomie vous a été détaillée à merveille par monsieur Vital, et les fonctions aussi. Donc c'est important pour le radiologue de bien connaître cette anatomie. C'est important aussi de caractériser l'atteinte musculaire pour arriver à un bilan étiologique. Vous voyez chez cette patiente qui est adressée pour un tassement vertébral de L5 en vue d'une éventuelle vertébroplastie et qui s'est effondrée avec une camptocormie qui est apparue très brutalement. On voit sur les coupes axiales en T2 que tous les muscles érecteurs sont totalement dévastés en signal graisseux alors que les muscles psoas sont préservés. Donc ça nous donne
l'idée qu'il y a peut-être une pathologie musculaire sous-jacente. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une IRM musculaire corps entier. Et là, on voit très bien, sur cette IRM musculaire corps entier, en séquence T1 toute banale, non seulement qu'il y a une altération des muscles érecteurs du rachis, mais avec une systématisation qui n'est pas symétrique. Vous avez une grosse asymétrie et vous voyez d'autre part des lésions asymétriques des groupes musculaires au niveau de la ceinture scapulaire, des ischio-jambiers et par contre un aspect très caractéristique de l'affection avec une atteinte du jambier antérieur et du gastrocnémien médial qui nous font porter le diagnostic de FSH, de dystrophie myofascio-scapulo-humérale. Autre cas d'un patient jeune, d'une quarantaine d'années, qui a des troubles de la statique du rachis et qui a un gros ventre alors qu'il est assez sportif. On met très bien en évidence sur l'IRM musculaire corps entier l'aspect de dégradation des muscles érecteurs du rachis et des dégradations sur le corps entier qui sont très évocatrices qu'on a décrites du sous-scapulaire, de certains muscles ischio-jambiers, alors que les bras et les jambes sont totalement respectés. Et puis il y avait aussi une atteinte de la langue, et c'était une maladie de pompe dans une présentation très caractéristique. On peut aussi, ici vous avez 4 exemples de myopathies différentes, et vous voyez que les altérations musculaires sont différentes d'un patient à l'autre. Ces altérations des muscles périrachiliens, elles sont très importantes dans la description des patrons des affections musculaires et on peut avoir des orientations diagnostiques très précises. Par exemple, sur l'exemple en C, on a des bandes préservées de muscles dans les muscles qui sont altérés, qui sont atrophiques et graisseux. Et ça nous évoque une maladie du collagène, et c'est une maladie type Bethlehem. Je ne vais pas détailler les autres, mais c'est très utile. Alors, très important aussi, lorsqu'on fait de l'IRM musculaire, c'est de pouvoir quantifier les choses pour approcher une évolution favorable ou défavorable. Mais pour ça, il faut avoir des techniques adaptées. Alors, on a parlé tout à l'heure d'une classification particulière de Hadar, dérivée de celle de Gouttalier. Il y a d'autres classifications. Les myologues utilisent une autre classification italienne. Là, sur les érecteurs du rachis lombaire, vous avez un aspect normal en séquence T1 et puis une dégradation musculaire avec un remplacement graisseux intramusculaire qui est inférieur à 30%, mercury 2, entre 30 et 60% mercury 3 et supérieur à 60% mercury 4. Mais ça, c'est une évaluation visuelle. Donc, ça a une valeur relative. C'est bien pour décrire les patterns, enfin les patrons des affections, mais ce n'est pas bien pour le suivi. Là, vous avez une jeune femme qui a une maladie de pompe, qui a une enzymothérapie pendant quelques années qui fonctionne bien. Elle a une grossesse, elle doit arrêter l'enzymothérapie. Et entre 2009 et 2011, elle n'a pas d'enzymothérapie et on a un suivi de sa musculature sur les coupes axiales abdominales. Et vous voyez qu'il y a une dégradation entre 2009 et 2011 sur les muscles érecteurs du rachis, mais on n'est pas capable, avec des classifications très grossières, de dire exactement ce qui se passe, quel est le pourcentage, et il nous faut des techniques de quantification. Donc, on a une approche qui peut être qualitative, mais l'approche intéressante, c'est l'approche quantitative, avec pour le volume des mesures de surface ou de volume quand on a des études tridimensionnelles. Pour les altérations à type de remplacement graisseux intramusculaire, ce sont les techniques type Dixon, avec un pourcentage de graisse ou une fraction de graisse intramusculaire. Pour les altérations évolutives des pathologies musculaires, on va se servir des techniques de T2 mapping, et puis on peut se servir aussi dans les pathologies inflammatoires de courbes dynamiques de rehaussement. Je ne vais pas détailler ça. Le plus important, c'est la technique Dixon. La technique Dixon qui est basée sur une différence de fréquence de résonance
entre les protons de l'eau et de la graisse. Donc on peut réaliser une séquence qui va permettre de différencier l'eau et la graisse et de pouvoir obtenir un pourcentage de graisse intramusculaire. C'est classiquement fait, par exemple, dans le suivi des maladies de Duchenne, comme dans cet exemple, où on a des quantifications précises du pourcentage de graisse intramusculaire. C'est tout à fait réalisable au niveau des muscles rachiliens. Alors ici, c'est une séquence Dixon un petit peu particulière où on va associer sur l'imagerie de l'eau une pondération T2 qui nous permettra de mettre en évidence des lésions inflammatoires ou actives. Ici, c'est une myopathie facio-scapulo-humérale et vous voyez sur les muscles ilio-costaux à gauche, il y a un signal qui est élevé et qui témoigne d'un aspect évolutif de cette maladie. On peut, comme pour toute technique Dixon, mesurer la fraction de graisse intramusculaire et c'est tout à fait reproductible dans le temps. Mais par rapport à ce qui vous a été présenté auparavant pour le scanner, où on mesure des densités, c'est des temps de traitement qui sont beaucoup plus longs. Le scanner, c'est tout simple à réaliser, c'est très fiable, ça c'est un petit peu plus compliqué. Enfin, on peut utiliser des modèles, et c'est intéressant dans les pathologies rachiliennes, en particulier celles qui s'accompagnent de déformations, où il n'est pas toujours facile de bien silhouetter les muscles. Alors, pour un modèle, on peut contourer des muscles et avoir des volumes. C'est ce qui a été fait ici avec un logiciel de segmentation sur les muscles érecteurs. Alors, autant dire que les segmentations manuelles, c'est quelque chose d'extrêmement fastidieux et qui n'a pas un intérêt fondamental pour le radiologue. Donc, on s'est intéressé dans le service à réaliser des séquences beaucoup plus faciles à post-traiter et surtout avec un temps de post-traitement qui est court. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé les séquences de diffusion ou séquences de tractographie qui nous permettent, sans contourer les muscles, en ayant les propriétés de diffusion de l'eau au sein des muscles, d'avoir directement l'anatomie et le volume de ces muscles, ce que vous voyez très bien sur le muscle psoas en rose. Alors ça, c'est une comparaison entre ce qu'on fait par un contourage manuel, vous voyez c'est un petit peu grossier, et voilà ce qu'on fait par la technique de tracking de fibres, où c'est des temps de traitement qui sont diminués par 20. Autre exemple de contourage manuel, et vous voyez la précision est supérieure en technique de tracking de fibres. C'est aussi important pour les petits muscles, tous les muscles transversaires par exemple, c'est très difficile de les contourer manuellement, on en rate, il y en a qu'on n'arrive pas à contourer. En technique de tracking de fibres, eh bien, on arrive beaucoup mieux à les séparer et à les individualiser. En conclusion, le radiologue ne doit pas ignorer les muscles. Ce qui est très important pour les prises en charge thérapeutiques, ce sont les outils de quantification, ce qui va bien nous aider pour bien déterminer l'anatomie des muscles précise et appliquer de façon précise ces outils de quantification. C'est l'imagerie de diffusion et le tracking de fibres. Ça va nous permettre des simplifications du post-traitement qui, pour l'instant, est franchement fastidieux et peut-être de déterminer des modèles personnalisés pour la prise en charge des patients qui ont des déformations rachiliennes. Je vous remercie.